Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous arrivons au 101e SITREP, nous sommes le 28 juillet 2018 et la situation malheureusement ne s'améliore pas. Non, ça grave pas non plus foncièrement, on reste sur un espèce de statu quo, plus ou moins comme la semaine dernière. Enfin, on a une augmentation du nombre de violations et de munitions tirées, mais c'est pas énorme, puisque du 21 au 27 juillet, donc l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 39 reprises, donc on est à plus que la semaine dernière, on était à 34, durant lesquelles elle a tiré 93 obus de mortier de 120 et 82 mm, plus tout ce qui est tir de véhicules, de combat d'infanterie, lance-roquettes, lance-grenades, armes légères, qui porte le total à 575 munitions tirées en une semaine. Donc, on est un peu plus que la semaine dernière là aussi, mais enfin, on n'a pas multiplié par 2 ou par 3. Par contre, les tirs ont touché 15 localités de la République, donc là, c'est quand même 50% de plus que la semaine dernière. Et il faut y rajouter 4 violations du cessez-le-feu et 51 munitions tirées durant les dernières 24 heures. On dirait qu'ils n'ont pas trop le moral, hein, les Ukropes, là, ils sont un peu... on mettra un petit diagramme de la semaine. On voit que c'était relativement calme au moment de la réunion des ministres des Affaires étrangères au format Normandie à Berlin, donc, qui a eu lieu le 26. Donc on voit que le 26-27 c'est très très calme. Donc je crois que là les Ukrainiens se retrouvent un petit peu... je crois qu'ils se sont pris un petit peu une douche. Je crois que... On voit bien qu'à force de saboter les accords de Minsk, au bout d'un moment, il va falloir en venir à une autre solution qui reviendra peu ou prou à la même conclusion. Donc voilà, le bilan cette semaine est un peu meilleur que la semaine dernière, puisque suite à ces bombardements, une civile a été blessée. Et on a de nouveau 19 habitations endommagées à Zaïtsevo, Golmovski, Dokuchaïevsk, Yasnoye, Komintarnovo et Sakhanka. Donc on en a eu 17 pendant la semaine et 2 de plus durant les dernières 24 heures. L'état de l'armée ukrainienne continue en tout cas de se détériorer entre impayés de salaire, perte hors combat et perte de morale. Résultat, lors des exercices Sea Breeze 2018 qui ont eu lieu avec l'OTAN près d'Odessa, la marine ukrainienne a été tellement nulle que le commandant de la 6e flotte américaine, le vice-amiral James Fogo, a noté les actions de la marine ukrainienne comme non satisfaisantes et a recommandé de mener un exercice de recadrage pour préparer l'édition 2019 de Sea Breeze. Alors plus précisément, la partie ukrainienne a été invitée à participer à un exercice de poste de commandement Descent Partner 2018 qui aura lieu du 1er au 15 août en Géorgie. Alors, on ne peut qu'imaginer le niveau lamentable quand même de la marine ukrainienne pour se voir recommander d'aller améliorer ses compétences auprès de l'armée géorgienne. Qui s'est pris une raclée en 2008. Qui s'est pris une raclée en 2008 contre l'armée russe. Ah oui. Au royaume des aveugles, le borgne roi, hein. Certes. Mais enfin bon, là, pour qu'ils en viennent à devoir aller se former auprès des Géorgiens, c'est vraiment que l'état de l'armée ukrainienne, c'est une catastrophe. En tout cas, côté américain et britannique, l'OTAN continue ses petites visites de drones. Puisqu'on a eu un drone américain, un RQ-4B Global Hawk, toujours les mêmes, de l'armée de l'air américaine, et un avion britannique Sentinel R1 qui ont été repérés par des radars au-dessus de la mer Noire. Les itinéraires de ces 2 aéronefs ont été rendus publics sur le compte Twitter d'Aircraft Spot, donc on mettra les petites cartes. Donc il y en a un qui a juste traîné au-dessus de la mer Noire, puis il y en a un autre qui est venu se trimballer vers le Donbass. Donc ça c'est l'américain comme d'habitude. Des fois qu'on ait des doutes sur les intentions américaines dans le Donbass. Oui. Donc ça c'est le Global Hawk qui a été aperçu donc dans le ciel du Donbass en plus de son petit vol près de la côte criméenne. Le Sentinelle lui il est resté juste au sud-ouest de la péninsule. Il s'est pas aventuré dans le Donbass. Bon, comme on peut le voir ces derniers temps, l'activité de ces avions de renseignement de pays membres de l'OTAN près des frontières russes s'est amplifiée. En juillet, c'est un aéronef britannique qui a été aperçu au-dessus de la mer Noire. Il avait contourné à 2 reprises la péninsule criméenne. Et en juin, un drone américain avait également été vu non loin des côtes de la Crimée. Donc, mais ils continuent. De toute façon, ils ont pas abandonné. Ils sont écus comme des mules. Oui, c'est ça. Ça ne changera pas.
Et en plus des drones, on a aussi eu droit à des représentants de l'ONU dans le Donbass, côté ukrainien bien sûr. Ils sont allés à Mariupol et Berdiansk pour évaluer la situation sur la ligne de front et envisager la possibilité d'y installer une mission de casques bleus armés. Comme de bien entendu, une horde de journalistes avait été installée près de la ligne de front au même moment, faisant craindre des risques de provocation de la part de l'armée ukrainienne pour pousser l'armée de l'RPD à répondre en retour. Le tout enregistré par ces journalistes à la solde de Kiev. D'ailleurs, comme par hasard, c'est au moment où ces représentants de l'ONU étaient là qu'il y a eu toute une grosse salve de tirs sur Kominternovo et Saranka, où une maison a brûlé. D'accord. Non, mais ça, c'est pas pour nous pousser à répondre. Bien sûr, le but, c'était que ces petits journalistes à la solde de Kiev puissent enregistrer les tirs et puis dire qu'on est des gros méchants qui violent le cessez-le-feu. De toute façon, je vois même pas l'intérêt de faire venir ces représentants de l'ONU, parce que vu le côté irréconciliable des deux propositions, c'est-à-dire celle venant de la Russie et celle de l'Ukraine, c'est pas la peine qu'ils perdent du temps à venir évaluer quoi que ce soit, parce qu'en l'état, ça se fera pas. Je vous le dis tout de suite. Les rêves de Kiev de faire venir 24 000 casques bleus armés jusqu'aux dents pour envahir le Donbass à la place de l'armée ukrainienne qui se casse la gueule. Vous pouvez arrêter les chocolats magiques. Ce qui renforce l'option Transnistrie, malheureusement. Oui, de toute façon, ça c'est malheureux, parce que ça devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver quand la volonté populaire s'exprime de manière extrêmement claire, elle devrait être respectée. Ça s'appelle le droit international. Oui, mais ça, de toute façon, c'est des comportements à géométrie variable du côté occidental, parce que ils disent ce qui les arrange, puis c'est tout, c'est tout. Oui, d'ailleurs, justement, puisqu'on parle de tout ça, donc on va reparler de cette histoire de référendum. Donc on en avait parlé la semaine dernière, donc de cette proposition supposée faite par Vladimir Poutine à Donald Trump d'organiser un référendum dans le Donbass pour résoudre le conflit. Donc on avait cité les réponses officielles, côté département d'État américain, en mode j'habite la vie, un référendum ne serait pas légitime. D'ailleurs, donc celui du Kosovo, il l'était pas non plus, merci. Ce que de nombreux commentateurs ont quand même relevé. Puis après, ils sont braqués en mode oui, mais il faut respecter les accords de Minsk, c'est la seule solution. Et alors bon, Dmitry Polyansky, je le rappelle, donc le premier vice-représentant russe à l'ONU avait dit c'est bien, vous vous mettez enfin à vouloir faire appliquer les accords de Minsk. Déjà commencer par arrêter de fourguer les armes et du pognon à l'armée ukrainienne, puis commencer à exiger de Kiev qu'ils arrêtent de bombarder les zones civiles, ça serait pas mal. Oui, mais voilà, ils en sont pas à une contradiction près, non. Donc ils sont complètement torpillés avec ce truc, vraiment, que quand ils viennent te dire qu'un tel référendum serait pas légitime, c'est comme avec leur déclaration de Crimée, ils ont fait une déclaration de Crimée, en anglais, donc où ils disent que un État démocratique ne peut pas changer les frontières d'un autre État par la force. Je rappelle, c'est ce que vous avez fait au Kosovo. Oui, c'est ça, mais... Quand je dis que c'est des débiles et qu'à chaque sortie, ils s'enfoncent un peu plus, il ferait mieux de se taire, franchement, à Washington. Mais vraiment. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui était encore il y a quelques jours en arrière une supposition, donc cette proposition d'organiser ce référendum s'est confirmée suite à la réunion au format Normandie dont on parlait un peu plus tôt, qui a eu lieu à Berlin le 26 juillet. Suite à cette réunion, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Grigori Karasin a confirmé que la question de l'organisation d'un référendum dans le Donbass avait été discutée lors de la réunion. Donc si ça a été discuté lors de la réunion format Normandie, ça a effectivement été proposé par Poutine à Trump avant. Oui, c'est clair. Parce que ça fait longtemps que Poutine a compris que pour pousser l'Union européenne à faire quelque chose, il faut d'abord voir ça avec Washington, comme l'avait dit Poutine. Oui. Donc voilà. Donc Karasin a déclaré que la question du référendum avait été abordée, mais pas discutée en détail. La Russie a expliqué que le manque de progrès vis-à-vis des accords de Minsk fait que tout le monde, y compris la Russie, pense à de nouvelles formules et de nouvelles approches, en considérant que dans ce contexte, vu le cul-de-sac, faut pas se poser de tabou, c'est-à-dire en gros, faut tout envisager, même les trucs qui peuvent sembler les plus dingues. Il a en tout cas précisé que lors de la réunion, ils ne sont pas entrés dans les détails, mais que l'échange d'idées va se poursuivre à ce sujet. Donc, comme il l'a dit, cette nécessité de trouver de nouvelles approches pour sortir du conflit vient du fait que Kiev ne fait toujours rien pour appliquer les accords de Minsk. Lors de la réunion d'ailleurs au format Normandie, les différentes parties ont fait état de l'absence de progrès significatif dans la mise en œuvre de ces accords.
oui, c'est un constat, point barre. C'est un constat, point barre, ça s'appelle des faits. Karasin a aussi souligné qu'en dépit de la soi-disant trêve des moissons, les autorités ukrainiennes ne sont toujours pas pressées de retirer leurs forces armées dans les zones pilotes de retrait. Il a aussi noté que l'Ukraine refuse toujours d'entériner la fameuse formule Steinmeier, donc du nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel président allemand, qui devait permettre de faciliter le règlement du conflit, en fixant des étapes claires, un ordre clair, etc. Ça fait plus d'un an et demi, je crois, plus d'un an et demi que cette formule a été élaborée. Elle n'a toujours pas été validée par Kiev. Quand même intéressant. Donc Karasin a dit que, de son point de vue, les autorités de Kiev ne sont pas prêtes ou ne veulent pas faire même de petits pas positifs envers la population du Donbass. Et il semble que Kiev s'appuie sur le fait qu'il sera possible de résoudre tous les problèmes via les organisations internationales, c'est-à-dire entre autres cette fameuse mission de casque bleu qui est censée suppléer à l'armée ukrainienne. Bon. Karasin a dit que pour lui c'était pas vraiment la bonne approche, je confirme, puisque de toute façon les RPD et les RPL refuseront une telle approche. Donc de toute façon ce sera vite réglé. Surtout qu'il y a un précédent. C'est un peu logique, ils se souviennent de la solution croate, ils n'ont pas envie de la revivre. Donc, oui. Pour ceux qui s'en souviennent pas, après la petite guéguerre de l'OTAN dans ce qui était l'ex-Yougoslavie, ils ont foutu des casques bleus, et puis ils ont laissé faire une épuration ethnique, quoi. Bon, il faut arrêter les conneries, quoi. Ils n'ont pas envie de recommencer ce scénario-là ici. Les autorités de l'RPD et de l'RPL sont pas suicidaires. De son côté, Vladimir Poutine lui refuse toujours de commenter en détail cette proposition de référendum. Il a fait un commentaire aux journalistes lors de la conférence de presse sur les résultats du sommet des BRICS qui s'est tenu en Afrique du Sud cette semaine. Il a dit « Je ne ferai pas de commentaires pour l'instant, c'est une question très délicate et sensible qui doit être examinée et développée plus avant. » Bon, alors pourquoi il ne commente pas trop, Poutine ? Parce qu'il sait que ça ne va pas être facile à faire passer. Même si cette proposition est frappée au coin du bon sens, parce que contrairement à ce qu'affirme Madame Nauert, il n'y a rien de plus légitime et démocratique que de demander aux principaux concernés, c'est-à-dire les habitants du Donbass, ce qu'ils veulent et dans quel pays ils veulent vivre. Oui, c'est logique. Ça s'appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. J'appelle Madame Nauert à aller relire la charte de l'ONU, article 2. Oui, mais ça, on peut pas... Je veux dire... On peut pas à la fois piétiner la charte de l'ONU et l'avoir lue, Oui, ça c'est clair. Puis bon, qu'on vienne pas me parler de pression sur les électeurs ou de référendum non libre. Il n'y a pas plus d'occupants russes en République populaire de Donetsk ou de Lugansk qu'il n'y a de beurre en branche ou d'arbre à spaghetti. Donc là, faut arrêter les conneries. Le référendum de 2014 est tout aussi valide que celui de la Crimée. Et les gens... pas envie de retourner en Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça que l'Ukraine ne veut pas organiser ce référendum, parce qu'elle sait très bien quel sera déjà le résultat. Je rappelle qu'en plus, l'OSCE qui est sur place serait parfaitement à même de jouer les observateurs lors de ce référendum pour garantir sa validité. Enfin bon, si l'organisation ne nous fait pas le coup du référendum de Crimée ou des primaires organisées en RPD, en RPL en octobre 2016, où elle s'est défilée en mode non, on va pas cautionner ça. Ta gueule. Joue ton rôle. Tu l'ouvriras après. Oui. Si les pays occidentaux et leurs organisations comme l'OSCE arrêtaient de vivre dans une réalité alternative peuplée d'invasions russes imaginaires et se décidaient tous à appliquer les règles de réelle politique, le conflit du Donbass pourrait être réglé en moins de quelques mois. Je rappelle que si l'Occident refuse cette solution pacifique, démocratique et légitime qu'est le référendum, elle portera avec Kiev toute la responsabilité et devra répondre des morts et des souffrances supplémentaires qu'entraînera la reprise inévitable du conflit si aucune solution politique n'est trouvée. Donc vous avez le choix, soit vous les poussez à appliquer les accords de Minsk, soit vous poussez pour le référendum, soit vous vous en lavez les mains, mais vous ne viendrez pas chialer quand la guerre reprendra et que l'armée de l'RPD et de l'RPL avanceront lors d'une contre-attaque. Moi je vous dis ça, je vous dis rien. Voilà. Voilà. Non, mais ça... Encore faut-il qu'ils aient des oreilles pour entendre. Qu'elle soit pas complètement bouchée à l'émery. Ouais. En tout cas, en termes de propositions politiques, ça fait 2 ans que Sergei Chargounov, député de la Douma, donc le Parlement russe, propose régulièrement d'octroyer des passeports russes aux résidents du Donbass. On en avait parlé en novembre 2016, lorsqu'il avait soumis même une proposition de loi en ce sens à la Douma. Bon, jusqu'ici, ça n'a pas trop marché, ces efforts. Bon, faut dire qu'une telle décision déchaînerait l'hystérie occidentale et ukrainienne contre la Russie, puisque la Russie se verrait accusée d'officialiser ainsi son occupation imaginaire du Donbass.
Hein. Donc autant dire que pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, pour l'instant Moscou temporise ce genre d'initiative, tout en essayant, comme on l'avait expliqué il y a quelques semaines en arrière, de simplifier les démarches administratives pour les réfugiés venant du Donbass. Mais loin de se démonter, Sergei Chargounov persiste et signe. Ainsi, alors qu'il était sur le plateau de la radio Moscou Parle, il a de nouveau fait une déclaration choc en ce sens, donc je vais vous traduire ce qu'il a dit. Les gens qui viennent du Donbass ou ceux qui vivent dans le Donbass, petit point de détail important, ont le droit d'avoir des passeports russes. Je pense qu'ils devraient obtenir un permis de travail sans discussion lorsqu'ils trouvent un emploi. Des successions de lenteurs bureaucratiques lorsque vous ne pouvez pas obtenir ne serait-ce qu'un permis de résidence temporaire, vous devez venir et faire la queue, c'est une honte et une disgrâce. Donc il y va fort quand même, hein, parce que là, dans sa position, ça diffère quand même de celle qui a été choisie par Moscou, qui est celle de la simplification de l'octroi de la nationalité russe à ceux qui sont venus se réfugier en Russie. C'est que la proposition de Chargounov conseille aussi ceux qui résident toujours dans le Donbass. Ouais, donc c'est plus musclé que... C'est plus musclé, parce que là, il y a de quoi donner quelques sueurs froides aux autorités de Kiev, hein, qui craignent que Moscou transforme de facto le Donbass en territoire où résident des citoyens russes, hein, c'est-à-dire comme la Transnistrie ou l'Ossétie du Sud, hein, où la Russie a distribué des passeports russes à tour de bras, et qui a transformé de facto ces territoires en extension du territoire de la Fédération de Russie. Oui, mais là, de ce point de vue, ça veut dire que les bombardements, c'est terminé. Hein, voilà. Là, ça serait un petit peu problématique. Bon, pour l'instant, Moscou tient un bon en termes de patience, mais même si ceci est assez incroyable, elle n'est pas infinie. Et à force de ne pas vouloir appliquer les accords de Minsk, Kiev pourrait bien se réveiller un matin avec une mauvaise surprise. Ouais. Donc je pense vraiment que là, il est temps que les Occidentaux commencent à se réveiller un petit peu. Soit vous faites pression sur Kiev, soit vous fermez vos gueules définitivement, puis vous nous laissez régler le truc à notre sauce. Parce que franchement, ça commence vraiment à devenir pénible, votre interférence en mode hystérie, invasion russe. Je suis même pas sûr qu'ils y croient eux-mêmes, et encore moins, je dirais, leurs lecteurs, parce que à force de répéter, c'est un peu l'histoire du loup. Hein, certes, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne l'évolution générale de la situation en Ukraine, on avait déjà parlé à plusieurs reprises, hein, le fait que depuis donc, le Maïdan, la situation s'aggrave en termes de fractures non seulement ethniques et linguistiques, mais aussi religieuses en Ukraine, puisque depuis donc, cette révolution orange 2.0, l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev, donc je rappelle qu'il est une église schismatique créée en 1992 et non reconnue par les autres églises orthodoxes, hein, donc elle est complètement hérétique, essaye de plus en plus de récupérer fidèles et temples de l'église orthodoxe ukrainienne qui, elle, dépend du patriarcat de Moscou et qui, elle, est reconnue par les autres églises orthodoxes. Donc, comme on l'avait déjà signalé, il y a de plus en plus, depuis le Maïdan, d'incidents, d'agressions physiques contre les fidèles et les lieux de culte donc, de cette église orthodoxe du patriarcat de Moscou. Je rappelle quand même qu'en 2017, on était à 23 églises vandalisées, hein, quand même. Donc, ça commence à faire. Ouais. Ça commence à faire, et puis 2018 était quand même bien parti pour battre un beau record. Sans parler des appels à saisir par la force les églises ou à tirer sur les prêtres, hein, on en avait parlé, parce qu'ils seraient soi-disant des agents du Kremlin. Donc dans ce contexte, l'insistance de Poroshenko auprès du patriarche de Constantinople pour obtenir une église orthodoxe autocéphale officielle a de quoi inquiéter au plus haut point, puisque des analystes politiques jusqu'aux officiels de la RPD, tous sont d'accord sur l'issue d'une telle décision, c'est-à-dire une guerre de religion généralisée en Ukraine. Alors pourquoi est-ce que ça devrait forcément déboucher sur une conséquence aussi tragique ? Tout simplement parce qu'il a déjà été déclaré en Ukraine que dès l'obtention de cette église autocéphale officielle, cette dernière s'appropriera tous les lieux de culte appartenant actuellement à l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Et Manu Militari, hein. Voilà. Donc c'est ce qu'a d'ailleurs rappelé le politologue Rostislav Ishchenko dans un article sur la façon dont Poroshenko pourrait provoquer une escalade de la situation en Ukraine pour faire annuler les élections et ainsi garder sa tête. Donc il a dit, je cite, Poroshenko n'a pas perdu l'espoir de recevoir l'autocéphalie, mais il n'est pas clair pour qui, des mains du patriarcat de Constantinople. Cela fera immédiatement exploser la situation religieuse dans le pays, puisqu'il a déjà été déclaré qu'immédiatement après l'obtention de l'autocéphalie,
Transylvanie. Les schismatiques qui seraient ainsi légalisés commenceront à exproprier pas seulement certains temples de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, mais tous ces monastères, y compris les lavras, les temples, les paroisses et les communautés. Comme il n'y a aucune garantie que Fener, c'est-à-dire le patriarcat de Constantinople, se risquera à attirer la colère de Moscou dans les conditions actuelles, Poroshenko prépare une option de rechange, déclarer la création de l'église locale ukrainienne par le biais d'un acte d'État avec les mêmes conséquences. Il semble que ce risque de la création d'une église autocéphale par acte d'État soit assez importante pour avoir inquiété les autorités de la RPD qui se sont exprimées à ce sujet. Le premier a bien sûr été le chef de l'État, Alexandre Zakharchenko, qui a déclaré sans ménagement que la création d'une église autocéphale en Ukraine mènerait à une guerre de religion. Il a dit, je cite, « Maintenant, les autorités de Kiev essayent de créer une nouvelle église locale et pour cela, elles demandent l'autorisation du patriarche œcuménique. Je suis extrêmement opposé à cette situation car la création d'une nouvelle église orthodoxe locale conduira à une guerre de religion. » Il a ajouté que si cela se produit, Petro Poroshenko aura alors sur la conscience un terrible bain de sang. Je veux demander au patriarche Bartholomé de Constantinople de ne pas permettre que des guerres de sang et de religion soient déclenchées, de ne pas permettre à l'Ukraine et aux diplomates américains de s'ingérer dans les affaires religieuses. Voilà. Bon, il a été rejoint dans ses déclarations par Denis Pouchiline, je rappelle président et porte-parole du Parlement de la RPD, qui a déclaré que le désir de Poroshenko pour une église autocéphale démontrait que Kiev voulait l'effondrement total du pays. Il a dit, je cite, Poroshenko promettant aux citoyens de la soi-disant église orthodoxe locale unifiée ukrainienne prônant la séparation du patriarcat de Moscou, cédant ainsi au nationalisme ukrainien, conduit consciemment et de façon constante à l'incitation au conflit dans le pays pour des motifs religieux. En particulier, les actions cyniques de division des autorités ukrainiennes ont lieu à la veille du 1030e anniversaire du baptême de la Rousse. Au lieu de l'unité spirituelle des Slaves, Kiev démontre le renforcement de la politique d'effondrement du pays. Donc, bon, ça donne un peu le ton. Des craintes qui semblent assez justifiées en vue de l'actualité, puisque effectivement, alors que se préparait le 1030e anniversaire du baptême de la Rousse, qui est devenu plus tard la Russie, les services secrets ukrainiens ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher l'organisation d'une procession de l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, qui a eu lieu quand même finalement à Kiev le 27 juillet. Donc pour ça, ils ont tenté d'empêcher les fidèles d'accéder à la capitale en faisant pression sur les compagnies de bus pour qu'elles refusent d'emmener les membres de l'église orthodoxe du patriarcat de Moscou dans le centre de Kiev ce jour-là. Donc à chaque fois qu'ils appelaient pour réserver un bus, on leur disait non, je veux pas d'emmerde avec les services secrets. Intéressant comme concept. Bonjour la liberté religieuse en Ukraine. Ouais. Donc finalement, elle s'est faite quand même. Ils étaient assez nombreux. Ils étaient plus de 100 000 ou 200 000 fidèles dans le centre de Kiev. Mais ça s'est fait sous très haute surveillance policière. Comme on le voit, la censure, les pressions, menaces, agressions, expropriation de force. Voilà quelles sont les méthodes employées par cette église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev. Des méthodes qui en disent quand même long sur le message véhiculé par cette église, dont le patriarche, je rappelle, béni à plusieurs reprises, des criminels de guerre et des néo-nazis ukrainiens. Oui, alors je vais être médisant. Ça sent la main jésuite. En tout cas, c'est pas très orthodoxe tout ça. Ah bah non. Et il serait peut-être temps que le patriarcat de Constantinople s'exprime clairement et dénonce cette église schismatique dont les méthodes sont une honte et l'antithèse de ce qu'est l'orthodoxie. Et pour ceux qui me demandent ce que j'en sais, je suis orthodoxe, donc non. Entre ce qu'est réellement l'église orthodoxe et ce qu'est cette église schismatique, il n'y a même pas photo. Oui, bénir des néo-nazis. Ah oui, non. Voilà, c'est les mecs qui bénissent Azov, Pravi Sector, enfin tous ces trucs-là. C'est les mêmes qui font les enterrements avec des types qui portent le cercueil avec un uniforme allemand. Je crois, ouais. Marqué SS sur le col. Albov, ouais. Il me semble que c'est les mêmes, ouais. D'accord. Oui, c'est ça, ouais. Ça ne gêne pas. Alors pendant ce temps-là à Kiev, pour une fois, ça va être pendant ce temps-là qui me concerne, puisque les organes de propagande ukrainienne s'affolent devant mes articles. Comment c'est possible? Comment c'est possible? T'arrives à les mettre en panique? Bah dis donc. Ouais. Ils flippent tellement qu'ils en viennent à raconter d'énormes conneries pour essayer de me discréditer. Bon, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière non plus. Mais comme ils m'ont bien fait rire ce coup-là, j'ai décidé de les mettre pendant ce temps-là à Kiev. Sur recommandation de certains de mes contacts Facebook qui, eux aussi, se sont bien marrés en lisant leurs âneries. Alors,
bon, ils m'avaient déjà bien gratiné. Hein. Ils avaient fait des délires assez costauds après la venue du groupe de visiteurs français en octobre 2016. Hein. Ils avaient glosé sur le fait que, soi-disant, je prenais 10 000 € pour offrir aux visiteurs les plus aguerris et adeptes de sensations fortes la possibilité d'assister à une séance de torture suivie de l'exécution de prisonniers ukrainiens. Et bien, je vous jure, ils m'ont sorti ce truc-là. Il ferait pas beaucoup de succès à Hollywood, hein, dans comment je dirais. Le scénario il est pourri. Hein. Oui, oui. Le scénario il est pourri. Les scénaristes là, ils en rigolent d'avance. Ah, ils en rigolent tellement c'est n'importe quoi. Non, ça n'existe pas. Déjà, on torture pas les prisonniers. Ici, on les traite bien, on les soigne. Hein. Quand on récupère des soldats ukrainiens qui sont blessés, ils vont à l'hôpital, ils sont bien soignés. Hein. Ce qui fait qu'ils repartent plus après. Non, ils ont plus envie de repartir. Il y en a qui veulent plus repartir. On en avait eu un la dernière fois lors de l'échange de décembre qui n'avait pas voulu repartir. Et je veux dire, quand ils repartent, à chaque fois qu'il y a des échanges de prisonniers, les nôtres, on les récupère, mais... En lambeaux. En lambeaux, ils boitent, ils sont dans un état lamentable. Ouais, bah torturés. On a récupéré une gamine à peine majeure, enceinte jusqu'aux yeux. Donc j'ai pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé en prison. Oui, elle a été violée, j'imagine. Ouais. Voilà. Les gens sont systématiquement torturés. Quand on récupère les nôtres, les leurs, on les rend en bon état. Hein. Ils marchent droit, ils ont été soignés. Moi, je connais des prisonniers qui sont revenus, là, qui ont été échangés de décembre 2017, qui ont dû passer par la case hôpital parce qu'ils avaient eu des membres cassés, qui ne s'étaient pas bien remis parce qu'ils n'avaient pas été soignés. Il a fallu les opérer, casser le membre, remettre tout ça comme il faut, replâtrer. Enfin, tu vois le truc, quoi. Ouais. Donc ça en dit long sur les soins qu'ils ont reçus. Je veux dire, les prisonniers ukrainiens, chez nous, ils sont soignés. Non, on les torture pas et on les exécute pas gratuitement. Il y a un truc qui s'appelle une justice chez nous. On s'appelle pas l'Ukraine, hein, désolé. L'inversion accusatoire, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Tu prends les accusations, tout ce qu'ils racontent sur nous, en fait, tu peux le prendre, tu le renvoies en miroir et en fait, c'est ce qu'eux, ils font, en fait, parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Donc, ils calquent sur nous leur propre déviance. C'est quand même assez s'il fallait encore des preuves que c'est des néo-nazis qui participent au gouvernement, voilà. Hein. C'est pas chez nous qu'on organise des safaris sur la ligne de front pour tirer sur des civils, hein, c'est chez eux. Hein. Oui, absolument. Voilà. Alors là, maintenant, ils m'ont inventé une promotion que j'aurais oubliée, parce que moi, je m'en souviens pas. Donc, suite justement à l'article sur les risques de guerre de religion en Ukraine, hein, dont j'ai cité plus haut, et qui a été traduit en russe par Inosmi, puisqu'un certain nombre de mes articles sont traduits régulièrement en russe par ce média. La presse pro-nazie ukrainienne s'est affolée, a hurlé à la fake news, à la propagande du Kremlin, tout quanti. Bon, je vous laisse remplir les blancs. Hein, oui. Voilà. Bon, le tout sans preuve, autre que de dire que c'est pas vrai. Hein, donc c'est pas vrai qu'il y aurait des agressions de paroissiens, des expropriations musclées d'églises, de l'église ukrainienne orthodoxe du patriarcat de Moscou. Bon, sachant que ces informations sont assez souvent étayées par des photos ou des vidéos, hein, des églises qui ont été brûlées ou des agressions contre les paroissiens. Va falloir faire mieux que ça, là, pour contrer mon article, les enfants. Parce que moi, le mien, il est sourcé. Hein, il y a des liens vers toutes les sources. Ça, c'est le premier point. Alors, bien entendu, ils ont d'abord sorti sur InfoRésist. On ne mettra pas les liens parce que je ne veux pas leur faire de la pub non plus. Hein. Un article en russe où ils ont terminé en essayant de me discréditer, moi, pour prouver que tout ce que je raconte, c'est de la merde, en disant qu'en plus de bosser chez Doni, donc je serai en prime agent du service de presse du MGB. Donc c'est l'équivalent local du FSB ou du SBU. C'est les services secrets de la République populaire de Donetsk. Alors déjà là, c'était comique. Mais alors, là où je me suis plié de rire, c'est la traduction en anglais qu'en a fait Ounian, hein, c'est-à-dire l'équivalent de l'AFP ukrainien, c'est-à-dire l'organe de propagande en chef de Kiev, pour situer. Hein. Alors dans leur article, je suis passé de simple agent à officier. Voilà, j'ai été catapulté officier des services secrets de l'RPD, rien moins que ça. Ah bah ça c'est une sacrée promotion là. Ah, je n'étais pas au courant, dis donc. Hein. Ça me touche beaucoup les gars, merci beaucoup. Enfin, à moins que j'ai eu une nouvelle affectation doublée d'une promotion surprise et que personne ne m'ait prévenu, votre affirmation c'est autant du délire que les histoires des 10 000 € pour les visiteurs étrangers qui viennent assister soi-disant aux séances de torture. Ça c'est de la fake news la plus totale, pour pas dire autre chose. Alors sur Twitter, c'est même parti en sucette, donc on mettra le petit screenshot de la partie sur Ounian en anglais, parce que là vous allez pouvoir voir que c'est pas de la fake, hein. Je vous mets pas le lien, mais on vous mettra le petit screenshot pour que vous puissiez voir qu'effectivement ils disent que je suis officier du service de sécurité de la RPD, donc ce qu'ils appellent le service de sécurité, c'est le MGB. Je dois faire le salut militaire.
Est-ce que je dois te faire le salut militaire? Il va falloir t'y mettre, officier quand même. Hein. Oh bah. Alors sur Twitter, c'est même parti en sucette, parce que donc, le gars qui avait pondu ce torchon sur Info Résiste et puis sur d'autres sites ukrainiens russophones, il a partagé ça sur Twitter, bien entendu. Et donc là, dans les réponses, il y en a même un qui est allé jusqu'à dire que je bosse carrément pour le FSB. Hein, c'est-à-dire que je fais le travail pour les curateurs du FSB ici. Je sais pas, je les connais pas ces gars-là. Donc on mettra aussi le petit screenshot du post Twitter pour que les gens voient que je raconte pas de la merde, c'est vrai. Bon, alors après en avoir discuté avec mes amis sur Facebook, on s'est dit qu'en fait vous pouvez carrément monter en puissance directe, hein, parce que quitte à raconter de la merde, faites ça à fond. Hein. Oui, bah oui. Vu qu'à chaque fois vous me réinventez des trucs qui sont encore plus invraisemblables les uns que les autres et puis que c'est par accord en plus. Moi je vous propose de me passer directement général du GRU, hein, donc c'est les services de renseignement militaire russes, et maîtresse cachée de Vladimir Poutine. Hein, comme ça sera plus simple, puis ça vous évitera de devoir inventer un nouveau délire à chaque fois, il vous suffira de le recycler ad vitam aeternam. Oui, oui. Directement là, la maîtresse de l'oncle Vova. Hein, voilà. Non mais bon, je veux dire, quitte à partir dans les conneries, vous tapez petit quoi, officier du MGB. Non, tapez plus haut là. Tapez plus haut, hein. Non mais bon, quitte à essayer de faire avaler des couleuvres, retenez ce que votre cher, ancêtre idéologique, ce cher Goebbels disait, plus c'est gros, plus ça passe. Hein. Oui. Ah, oui. Mais ils font des gros efforts pour que ce soit grossier. Quand même. Hein. La dernière en date, là, ils ont encore sorti une fake news sur le fait que Alexandre Zakharchenko aurait été de nouveau blessé à la jambe récemment. Zakharchenko était ce matin à la messe justement pour fêter les 1030 ans de la christianisation de la Rousse de Kiev. D'accord. Et il marchait tout à fait non. Oui. Non, mais ça fait que la 20e blessure imaginaire, je passerai sur le nombre de fois où ils annonçaient qu'il était mort, que sa femme avait été assassinée, ou... Oui. Ça a dû lui faire plaisir de savoir qu'elle avait été assassinée alors qu'elle respire encore. Hein. Ouais. Non, mais tu vois, après ils ont ressuscité un journaliste, et ben elle ressuscite plusieurs fois grâce à la presse ukrainienne. Eh ben ouais. Enfin, je lui demande ce que ça lui fait comme sensation à chaque fois. Elle se sent immortelle. Ouais, ça doit être ça. Non, mais sérieusement, je veux dire, là, faut arrêter les conneries, les mecs. Non, je suis journaliste, ça suffit. C'est pas besoin d'inventer d'autres trucs. Puis arrêtez de hurler à la fake news à chaque fois que j'écris la vérité en ce qui vous concerne. Hein. Commencez par arrêter de raconter de la merde à tout tour de bras et d'inventer des blessures et des morts qui n'existent pas. Hein. Quand vous commencerez à faire ça, vous pourrez vous permettre de l'ouvrir en hurlant à la fake news sur quelqu'un d'autre. En attendant, vous avez juste le droit de la fermer. Donc voilà. Tant que les gens vérifient pas, voilà. Hein. Non, sérieusement. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à vérifier. Puis surtout, t'as des preuves, hein. T'as des éléments de preuve. Donc après, ça commence à devenir embêtant. Officier du MGB. N'importe quoi. Non mais alors maîtresse de l'oncle Vova, mais alors là c'est extraordinaire. Ah, mais comme ça je dis, non, tu vois, genre, ils ont un petit problème de manque d'imagination évident, hein. Ah oui. Donc j'essaie de les aider un peu, tu vois, pour que le scénario il ait l'air un peu plus classe, quoi, parce que là c'est pitoyable, quoi. Quand on a une éponge à la place du cerveau, il faut pas s'étonner non plus, hein. Je veux dire. Ils doivent consommer soit des chocolats magiques, soit ou de la vodka frelatée. Oui, puis c'est des pieds nickelés, hein, de toute façon. Voilà. Hein. Tu n'as pas fut à la base, ils ont un QI à 2 chiffres, alors en plus, le reste, ça améliore pas la situation. 2 chiffres, t'es même généreuse. Hein. Oui, certes. Donc voilà, donc j'essaie de les aider un peu pour que ça soit un peu plus... Enfin, que c'est un peu plus de piquant, tu vois, que ça attire un peu plus le lecteur, parce que là, officier du MGB... Mais ils sont peut-être déçus, les gens, ils se disent, non, moi je m'attendais à ce que... Non, moi je m'attendais à ce qu'elle soit la maîtresse de Vladimir Poutine. Ouais, non, mais c'est pour ça, avec les amis sur Facebook, on est parti dans un délire. Hein. Quand j'ai posté ce grand nawak made in Ukropland, les gens sont partis dans un délire en disant, carrément, donc on est parti dans le truc de me passer colonel puis général, après on est passé du FSB au GRU, et puis on a terminé avec maîtresse de Poutine. Non, mais je veux dire, enfin... Ça fait rire tout le monde, c'est bien, ça va vous faire une grande tranche de rire à moi-même.
et à tous mes amis sur Facebook qui sont bien bidonnés. C'est un bon antidépresseur en fait, hein, c'est super. Comme dirait le roi Arthur dans Kaamelott, c'est toujours inattendu et c'est systématiquement débile. Mais c'est important pour la santé du cigare. Hein, voilà. Non, je me suis dit, il faut rajouter un peu de peps, un peu de sex appeal dans le truc, tu vois, là, parce que là, ça en manquait. Donc, on a dit carrément, quoi, général du Guérou et maîtresse cachée de Vladimir Poutine, là, ça en pète, tu vois, ça fait un peu plus James Bond. Ah, bah oui, et puis, oui, hein, bah oui. Non, il faut y aller, il faut pas y aller à moitié, franco, hein, c'est voilà. Donc, voilà, c'était le délire de la semaine. Mais bon, voilà, bon. J'espère que la réunion au format Normandie va mener à quelque chose. Truc intéressant, Lavrov n'était pas tout seul. Ça, c'est la grande question qui agite tous les analystes et personne n'arrive à se mettre d'accord. C'est pourquoi Gerasimov était avec lui. Ah oui, parce que ça, c'est quand même... Alors, Gerasimov, pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est le chef d'état-major de l'armée russe. Je pense qu'il y a un volet militaire qui a été abordé en disant peut-être qu'il valait mieux qu'ils évitent une provocation militaire dans le Donbass parce que la Russie ne serait pas l'arme au point. Ouais, je pense que Gerasimov était là pour bien faire comprendre que Lavrov il rigole pas. Et je pense qu'il a dû aborder avec Merkel et puis donc les autres que bon là ça commence à bien faire, que s'ils continuent leur connerie c'est la Russie qui va s'en mêler et que ça va faire très mal. Je pense que Gerasimov était là pour bien montrer qu'il rigole pas, que la Russie rigole pas et que maintenant c'est fini de rigoler. Alors le fait que cette question du référendum ait été abordée lors de cette réunion format Normandie est quand même extrêmement significatif. Parce que bon, d'habitude ça accouche de pas grand chose, hein, ces réunions format Normandie, des déclarations de principe. Là, la Russie est venue avec son plan alternatif. Parce que, comme ils le disent, hein, Minsk 2 est complètement enterré. On continue de brandir Minsk 2 pour faire joli. Officiellement, mais en réalité, ça ne sert plus à rien ces accords, puisque on voit bien que Kiev les appliquera jamais, donc on est obligé de trouver une solution alternative, parce que si on n'en trouve pas une solution alternative politique, comme je l'ai dit, ça se terminera par la guerre. Et la guerre, ça va être du sang, des morts, des civils innocents qui vont en payer le prix, l'armée ukrainienne qui va se faire dépecer, et l'Ukraine qui va se casser la gueule avec. Avec une contre-attaque des forces de la RPD et RPL. Une fois que l'armée ukrainienne sera complètement décimée et que les gars vont s'enfuir en courant chez eux, je veux dire, l'État ukrainien en tant que tel, je veux dire, si tu n'as plus de forces armées en état de protéger la nation, c'est comme si tu n'avais plus de nation. Oui. Pays, hein, je veux dire, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc je pense que c'est pour ça que Gerasimov était là avec Lavrov. Je pense, pour appuyer, et je pense que 2... Comme je dis toujours, de toute façon, quand tu vois qu'il sort que des niaiseries de telles réunions, ils n'ont pas fait déplacer Lavrov avec Gerasimov juste pour faire des déclarations d'intention, pour faire joli. C'est clair. Ils ont autre chose à foutre. Surtout Gerasimov, qui, comme ça a été souligné sur l'émission 60 minutes sur Rossiya Adin, est normalement sous sanction. Normalement, il ne peut pas rentrer sur le territoire européen. Ah oui. Donc, je pense qu'il est un petit peu venu exposer un petit plan pour... je pense que ça va se terminer par une reprise de la guerre. Et je pense qu'il est venu exposer le petit plan en leur disant voilà ce qui va se passer, voilà comment ça va se passer, et puis vous allez fermer votre gueule. Et je pense que Gerasimov a dû leur dire écoutez, voilà, vous n'avez pas voulu de la paix, vous n'avez pas voulu appuyer Kiev pour régler le truc pacifiquement, maintenant vous avez... parce que là, c'est pas la moitié, hein, là, c'est franchement... Les Ukrainiens, enfin le pouvoir ukrainien a franchement violé, mais alors à des niveaux stratosphériques. Ils n'ont rien appliqué. Il n'y a pas un seul point des accords de Minsk qu'ils ont appliqué. Pas un seul. Pas un seul. Même les zones pilotes de désengagement, ils n'ont même pas été foutus d'appliquer la mesure. C'est-à-dire des zones où les deux armées devaient se reculer l'une l'autre pour refaire une vraie zone tampon, comme normalement c'était prévu. On avait choisi 3 zones pilotes, ils n'ont même pas été foutus de respecter ça. Bon,
Qu'est-ce que je te dise? Moi, on a fait le maximum de notre côté. La RPD et la RPL ont tout fait pour respecter les cessez-le-feu, pour essayer de faire avancer le schmilblick. Ça avance pas, donc ça va mal se terminer. La question, c'est quand, comment. Mais de toute façon, soit l'Occident finit par ouvrir les yeux et puis se décide à faire un référendum dont il valide les résultats, et puis on scinde le pays comme ça a été fait avec la Yougoslavie. Point barre, on termine l'affaire, et puis là, vous pourrez mettre des casques bleus sur la frontière. Là, oui, là, vous pourrez. Mais avant ça, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Tant que la situation n'a pas été pacifiée avec l'aval d'une institution internationale comme l'ONU, c'est même pas la peine. Sur vos casques bleus, ça va être du tir au pigeon. Point. Donc, ça rime à rien. Donc je pense que va y avoir des choses, que ça va évoluer, que pour l'instant c'est calme parce que justement il y a toutes ces discussions, on va dire, dans l'arrière-cour. Et on ne fera pas croire qu'on a fait venir Gerasimov juste pour la galerie. Oui. Parce que comme je l'ai dit, bon, il est sous sanction, etc. Donc pour le faire déplacer jusqu'à Berlin, c'est qu'il fallait vraiment qu'il soit là. Oui, c'est clair. Donc c'était important. Et c'est vrai que c'est pas habituel. C'est la première fois qu'on voit un responsable militaire qui vient à ces négociations. Donc c'est que je pense que ça, en gros, je pense qu'ils sont venus dire soit vous soutenez l'option référendum, soit je vais vous expliquer comment va se passer la suite du plan. Oui. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça qui s'est passé. Donc on va voir comment ça évolue, si ça confirme ou pas mon analyse. Mais clairement, ça a été le grand objet de discussion en Russie. Ça a été la venue de Gerasimov avec Lavrov lors de ces pourparlers. Donc situation à suivre. Début août, il y aura certainement un sitrep qui va sauter. Okay. Parce que je serai absente. Voilà, parce que faut que je prenne des vacances. Ça fait plus de 2 ans que j'en ai pas pris. Ben oui. Donc on m'a proposé quelque chose pendant une petite semaine. Donc il est possible que ça empiète sur un week-end. Donc il y aura peut-être un sitrep qui risque de sauter. Donc ne vous affolez pas si vous voyez qu'il y a un sitrep qui n'est pas tourné. C'est pas grave, j'ai pas disparu. C'est juste que je suis en train de me reposer pour reprendre des forces pour attaquer la suite. Oui. Donc voilà. Donc pas d'affolement, tout va bien. C'est juste que je fais comme tout le monde et je me prends un petit peu des congés. Oui, c'est mérité. Bien mérité. Donc vous affolez pas. Je vais bien. Ok, donc je te dis donc soit à la semaine prochaine, soit si ça mord, peut-être dans 15 jours, si jamais ces vacances prennent sur le week-end qui vient. Voilà. En tout cas, merci pour ton travail encore une fois. On est le 101e sitrep, ça en dit long, sur le travail que tu nous as fourni, gratuitement d'ailleurs. Et le deuxième anniversaire arrive bientôt, donc je rappelle, si nos auditeurs ont des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. Voilà. Très bien. Spécial pour lui. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et je te dis soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Bonne soirée Christelle, merci bien. À la semaine prochaine ou dans 15 jours. Au revoir.